Alors que de nombreux peuples ont succombé à l'appel séduisant de la modernité, d'autres sont restés vigilants à la continuité de la tradition ancestrale. Et si la transformation intérieure était une voie de sagesse pour remettre de l'ordre avec l'intention de retrouver un équilibre avec le vivant dans sa globalité? Ce livre est l'histoire de l'homme moderne qui cherche et retrouve son essence. Son cheminement est un mouvement circulaire qui va de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Extrait de « Et si l'extérieur était le reflet de l'intérieur, une écologie globale » de Laurence Hahn aux éditions Ballant. Oui, si, vous écoutez bien Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées qui vous donne de l'impulsion pour oser à votre tour vous exprimer. Et oui, si, c'est toujours moi, Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, facilitatrice de ces prises de parole engagées dont je suis complice. Laurence Hahn, thérapeute et praticienne en hypnose, enseignante de Nidra Yoga, nourrie par les sagesses ancestrales, revient donc au micro d'Éclat de voix avec son livre « Et si l'extérieur était le reflet de l'intérieur, une écologie globale ». Alors, Laurence se fait messagère d'une écologie du vivant et elle prend la parole pour défendre l'idée selon laquelle, pour transformer le monde, il faudrait d'abord se transformer soi. Ce qui se passerait par éveiller sa conscience, reprendre entre autres la responsabilité réelle du lien entre l'humain et la nature dont en réalité il fait partie. Mais est-ce que c'est si simple? Et pourquoi la transformation devrait passer par soi plutôt que par les systèmes? Et puis, est-ce que méditer, ça va vraiment changer quelque chose face à l'urgence climatique et sociale? Vous allez l'entendre, Laurence propose d'autres récits, d'autres angles de vue sur notre rapport au vivant. Mais avant d'aller plus loin, pause. Pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ajoutez-y des étoiles, des commentaires et puis partagez-le. Aidez-moi à le faire grandir et à le faire connaître. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, pause, sous forme d'une annonce parce que là, je n'y tiens plus. Je lance le tout premier événement d'Éclat de voix sous forme d'une soirée interactive dont le titre chantant est « Osez votre voix ». Il aura lieu le jeudi 11 décembre au Colibri à Steinzel au Luxembourg. Alors, save the date et rendez-vous à la fin de l'épisode pour en savoir plus. Avec Laurence, la parole devient, et j'adore ça, un outil non seulement de communication, mais bien au-delà de transformation. Et puisque s'engager, c'est aussi écouter ce qui se vit en soi et autour de soi, je crois que vous êtes au bon endroit. Coucou Laurence! Bonjour Anne-Claire. Alors, je suis vraiment très contente de te recevoir pour la deuxième fois sur le podcast. Tu étais venue il y a 2 ans déjà, nous parler à l'époque de la diversité des personnalités quand il s'agit de communiquer. Mais aujourd'hui, presque 2 ans jour pour jour en plus, c'est génial. Tu as publié il y a quelques mois déjà, le temps passe vite, un extraordinaire livre qui s'appelle « Et si l'extérieur était le reflet de l'intérieur, une écologie globale ». Donc là, tu as un petit peu déplacé ton regard puisqu'il s'agit cette fois-ci de diversité du vivant et de sagesse ancestrale. Pourquoi tu as décidé d'aller dans cette direction? Eh bien, les sagesses ancestrales, elles me passionnent depuis une vingtaine d'années et tout ce qui a trait à la nature. Et dans le travail que je fais au niveau systémique, eh bien, ces dernières années, il m'a semblé essentiel d'ouvrir le regard vers le système plus large dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la totalité du vivant et notre espace de vie. Ça me semble plus juste de considérer tout ce qui nous entoure, parce que ça fait partie de notre système. Et finalement, la vision que nous en avons, les récits que nous nous racontons, ont un impact sur notre manière de voir le monde, de nous relier à l'autre, sur notre manière d'entrer en lien. Et puis, comme beaucoup d'études le mentionnent, la nature a un effet bénéfique sur notre santé mentale, émotionnelle, physique. Et je sens maintenant que, bien sûr, le travail avec l'humain est toujours là et qu'il est indissociable de ce qui se joue autour de nous et entre nous, dans toutes les interconnexions. C'est comme si finalement on revenait là où on devait être, dans la nature, parce qu'on n'en est pas exclu de cette nature.
on est cette nature aussi. On a tendance à l'oublier. Et justement, entre les 2 épisodes, tu avais aussi créé un jeu de cartes, l'oracle de la semois. Donc, quel est pour toi le lien entre ces cartes de sagesse qui sont ancrées dans un territoire, le tien, celui de la semois en Belgique, et puis ton livre qui, tu viens de nous l'expliquer un peu, aborde quelque chose qui est plus global, une conscience plus globale? Mmh. Eh bien, déjà dans l'oracle de la semois, il y a, une particularité. Il y a bien sûr les messages de sagesse qu'on retrouve dans un oracle, mais l'idée c'était, qu'il y ait une partie didactique et que chaque carte qui reprend un animal, des végétaux, soit aussi source d'enseignement, et nous permette aussi de mieux connaître la nature, les caractéristiques des animaux, des végétaux, parce que, la nature a beaucoup à nous raconter si on est prêt à tendre l'oreille. Et alors le livre, et l'oracle, ils marchent ensemble dans la même direction. L'oracle, est plutôt une approche, peut-être plus accessible et plus ludique, alors que le livre entre en profondeur dans la thématique, de notre rapport au monde et de ses potentialités. Oui, alors ce que tu as dit tout à l'heure, concernant les cartes d'oracle, tu disais qu'effectivement il y avait, il parlait des animaux, des végétaux, mais il y avait aussi des choses sur les lieux de vie. Et dans ton livre, on parle aussi de quelque part de là où ça s'est construit, de ces lieux, même si tu ne parles pas forcément directement des pyramides d'Égypte pour ne citer qu'elles, mais on sent bien que la sagesse s'est aussi intéressée aux lieux. Donc finalement, le lien, tu le fais dans vraiment dans notre totalité. Tout à fait, tout à fait. Les lieux sont aussi importants, et quand on regarde dans les sagesses ancestrales, ils sont considérés aussi comme vivants. Alors évidemment, il y a la considération de notre terre, hein, la terre qui nous accueille, qui nous nourrit. Et puis au-delà de ça, il y a le sacré des lieux. Oui, et d'ailleurs, on a certains matériaux dont on dit bien qu'ils réagissent. On dit, il y a quelque temps, je recevais Eric Julien qui parlait, des Kogi. Pour les Kogi, par exemple, il nous expliquait que l'or, donc avec lequel on fabrique des choses, on en parle beaucoup pour être de la monnaie et avoir une valeur économique, mais il disait que ça avait aussi une valeur par rapport à la terre qu'il soigne, qu'il apaise. Donc finalement, nos matériaux qu'on pense, entre guillemets, comme tu disais, tu l'as pas dit comme ça en fait, mais où souvent on pense que c'est mort ou c'est pas vivant, mais si, il y a quelque chose, il y a une vibration. Et pour revenir plutôt à nous, dans ton livre, tu poses la question de la transformation intérieure comme nouvelle base possible de la société postmoderne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast-là, peut-être en allant au travail ou en faisant sa cuisine? Mmh. Eh bien, dans la modernité, nous avons, porté beaucoup d'attention sur la matérialité, sur la croissance, sur le faire et le paraître, et finalement sur ce qui se passe à l'extérieur, hein. Beaucoup de l'attention a été portée, là-dessus, et on a en quelque sorte oublié, l'aspect, plus subtil, c'est-à-dire l'autre face de la pièce, et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ça a un intérêt parce que finalement, ce qui se passe à l'intérieur est le reflet. Donc si à l'intérieur je suis en conflit, si j'ai des jugements, si, il y a des vécus de dévalorisation, eh bien ça va se refléter dans les comportements, dans la manière de se relier. Et donc l'idée ici, c'est de revenir, de porter aussi son regard en équilibre sur l'intérieur. Et ça permet aussi évidemment de se connecter, à nos aspirations les plus profondes. Et donc cela va de pair en fait d'avoir cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un peu comme si en étant uniquement focalisé sur l'extérieur, on décidait de marcher avec une seule jambe, alors que nous en avons 2, ce qui immanquablement crée des déséquilibres. Et aujourd'hui, bien, l'invitation est justement d'être, présent avec ces 2 jambes, et de pouvoir, visiter ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a peut-être, à apaiser, à guérir, à écouter. Mais est-ce que si ça gronde vraiment en moi, est-ce que c'est possible de se connecter à ce grondement sans être tout à coup paniqué? Évidemment, ça peut demander de l'accompagnement et de la pratique, Oui. parce qu'on n'a pas spécialement été, hem, eu d'accompagnement dans la petite enfance pour aller écouter nos émotions, pour les distinguer, pour pouvoir les verbaliser. Et donc c'est un apprentissage. Oui, parce que c'est souvent ce qu'on ressent, je trouve, c'est que il n'y a pas de
il y a pas encore, même si ça bouge, mais il y a pas encore beaucoup de place pour l'expression de soi au sens de l'unique être que chacun est et bah, toutes les vibrations et toute la palette d'émotions qu'il peut avoir. On reste quand même encore dans des sociétés, je trouve, où tout doit être bien lisse, bien propre, bien dit, mais c'est difficile, soit d'être en colère, soit de rater quelque chose et puis après de s'écrouler. Enfin, même si on nous vante la, le bonus de l'erreur et de l'échec, j'ai l'impression que c'est plus dans le discours que dans les faits. Effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend et je pense qu'il y a quand même une ouverture dans les programmes pédagogiques aujourd'hui. On inclut, ce que moi j'appelle l'alphabétisation émotionnelle. Ah ouais, Et d'ajoute ça. Évidemment, est-ce qu'il y a un intérêt à aller voir à l'intérieur? C'est aussi quelque chose d'intéressant comme question à se poser. Est-ce que je suis prête à aller explorer ça, même si c'est inconfortable? Mmh. Alors on peut peut-être suivre ceux que tu as côtoyés, les chamans, des peuples premiers. Tu pratiques encore, le yoga, l'hypnose et tout plein d'autres, pratiques, comme celle-ci. Parmi tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement transformé? Et puis, d'une manière plus vaste, qu'est-ce que cette transformation, a changé dans ton rapport au monde? Eh bien, chaque tradition et chaque pratique m'a apporté, quelque chose au moment où je la découvrais, où j'entrais, dans cette pratique ou dans cette tradition et tout a finalement été, une succession qui a amené à être qui je suis aujourd'hui. Alors si je prends, le yoga qui est une philosophie qui est là depuis plus de 5000 ans, très ancienne, donc une philosophie qui a sa propre manière de voir le monde. Elle vise l'union avec le divin. Donc ça, c'est vraiment dans l'essence même du yoga, c'est l'union avec le divin. Et découvrir le yoga m'a donc appris qu'il était possible, notamment à travers la méditation, d'expérimenter cet état d'union, de non-séparation, dans lequel le mental est silencieux et l'ego passe au second plan. Alors ça, c'est ce que c'est vraiment un enseignement majeur du yoga. Pour ce qui est des chamans, les chamans, ils m'ont rappelé que j'étais nature. Ah, ah, ah. On devrait tous avoir un chaman dans notre village ou dans notre ville. J'ai l'impression qu'il faut les remettre. Oui, dans leur contexte. Oui, oui. Et donc, Non, mais même il faudrait les remettre. Oui, retrouver ce sage qui est comme perdu, presque. Oui, il y a les religions, mais c'est différent. Et donc, ils m'ont appris que j'étais une espèce parmi tant d'autres et que je faisais partie d'un grand tout. Et donc ce qui a renforcé ma connexion, au reste de la nature, à la terre, aux animaux, aux végétaux. Et ils m'ont aussi permis de prendre conscience du monde sensible. Et puis ça a réveillé, je pense, des connaissances ancestrales qui sont présentes à l'intérieur de chacun de nous, en lien avec le cycle et le mouvement de la vie. Alors tu me parlais aussi d'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose m'a fait découvrir? Eh bien, c'est un état de conscience élargi qui nous permet de dialoguer avec l'inconscient et d'opérer des modifications profondes, notamment dans notre système de pensée et nos conditionnements en général. Donc pour moi, c'est vraiment un outil précieux. Alors, tu viens d'en parler, des états de conscience modifiés qu'on obtient effectivement à travers, des méditations, de l'hypnose, des transes, des rituels, etc. Tu en parles dans ton livre comme étant une clé. Mais alors, pour ouvrir quelle porte? Ah, eh bien la porte de l'expérience de l'unité, hein, par rapport à la séparation, c'est de se ressentir et d'avoir vraiment, comme expérience intérieure, de faire partie de ce tout et que finalement l'autre est moi et je peux arrêter d'écouter parfois le mental ou l'ego qui se croit, isolé et séparé. Et donc cette expérience d'unité et de reconnexion, c'est aussi finalement, comme je disais, le réveil d'une connaissance ancienne qui peut s'intégrer et c'est un peu comme si des nouvelles connexions neuronales s'étaient établies et donc cette perception élargie, quand elle est là, ça devient, plus difficile de nuire à l'autre. Il y a une sensibilité qui est accrue et il y a, cette conscience qu'en fait l'autre est moi et que, chaque geste, chaque parole,
chaque comportement a un impact sur le système dans lequel je suis. Et ça m'a amené à voir, la clé, hein, quand tu me parles de la clé, je pense que c'est une aspiration grandissante à l'harmonie et à l'équilibre. Alors, tu as juste parlé de l'autre, mais j'imagine que dans l'autre, tu inclus ce que tu viens de préciser avant, les animaux, le végétal, le monde vivant de manière générale. Mhm. Donc ça, c'est beaucoup plus vaste. Oui, oui, oui. Et quelques petites questions un peu touchy quand même, parce que je me fais l'avocat du diable et je me dis, bon, alors, tes histoires de transformation intérieure, là, est-ce que ce serait pas un peu un luxe et peut-être même le privilège de certains qui ont le loisir, le confort hein, de se poser ce genre de questions ou bien d'avoir le temps de créer des rituels, de méditer, parce qu'on sait bien qu'il y a plein de gens qui courent après un quotidien difficile, que ce soit te finir les mois, que ce soit courir après une charge d'enfant, de famille, un boulot prenant. Il y a beaucoup de gens en burn-out, etc. Enfin bon, bref. Et puis, je me demandais aussi pourquoi est-ce que la transformation doit vraiment passer par soi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu à la fois culpabilisant, presque pesant, un peu, voilà, si tu ne te transformes pas toi, rien ne se transformera. J'aime bien tes questions. Où chatouille, Halkler, tititi. Alors, il y en a plusieurs. Donc effectivement, tu parles d'un luxe, un privilège. Donc effectivement, quand une personne n'a pas à manger et que ses besoins vitaux ne sont pas remplis, il y a peu de disponibilité pour autre chose. Et en même temps, en fait, en écoutant des témoignages de personnes qui avaient réussi à survivre dans des conditions extrêmes, elles témoignent que c'est justement parce que à l'intérieur d'elles, il y avait une foi immense, de l'amour et de la compassion, même pour leur agresseur, qu'elles ont pu traverser l'épreuve. Et quand tu nous parles du temps, du loisir, du confort, et est-ce qu'on a vraiment le confort de se poser ce genre de questions et les rituels? Eh bien, autrefois, dans de nombreuses sociétés et familles, même ceux qui travaillaient ou qui travaillent encore aujourd'hui à de durs labeurs, ils marquaient des temps de pause et de célébration avec des rituels pour remercier la nature, pour remercier pour les récoltes, pour le retour de la pluie. Et donc, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui encore dans des régions du globe. Et donc, on retrouve des gens qui vivent avec très peu, voire aucune possession, et qui font un chemin intérieur extraordinaire. Dans la société occidentale, elle offre toutes sortes de distractions, notamment il y a les écrans, les sorties, les loisirs à n'en plus finir. Et donc, une réelle introspection et la pratique des rituels ne sont peut-être pas la priorité. Voilà, pour tous en fait, hein, c'est un chemin finalement personnel d'avoir cet appel. Et tu me parlais de culpabilisation. Est-ce que c'est de se dire tiens la transformation elle passe par moi? Est-ce que c'est pas un peu culpabilisant? Alors moi je le vois plutôt comme justement une occasion de reprendre du pouvoir en fait sur nous-mêmes, parce que la télécommande a changé les autres. Elle n'est pas encore disponible en magasin. Je ne pense pas qu'elle le sera d'ailleurs un jour. Par contre, on a la possibilité d'agir sur nos actions, nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos croyances, notre manière de voir le monde. Et, euh, et donc, ça redonne pour moi du pouvoir et de l'autonomie, une manière de reprendre sa responsabilité. Parce que finalement, blâmer les autres, ça n'a jamais rien apporté de constructif. Non, c'est juste, mais quand tu parlais tout à l'heure de balance et d'équilibre, parfois il faut aussi redonner à l'autre ce qui lui appartient et pas le prendre pour nous. Attention à ça, c'est un petit peu le Et wording. dans toute relation, hein, oui, ce sont des principes d'ailleurs qui sont issus d'un thérapeute qui a beaucoup travaillé avec les Zoulous. Et la responsabilité, hein, dans les enseignements, ce qui avait l'intéressant, c'était de se dire que dans une relation, la responsabilité, c'est 50-50. Alors, dans le cheminement, je prends ma part de responsabilité et puis je laisse à l'autre sa part de responsabilité. Mais au moins, j'ai cette possibilité-là d'œuvrer pour ce qui est de ma responsabilité. Ouais, vu sous cet angle, évidemment, c'est différent et c'est, je trouve, pertinent et percutant ce que tu as dit. Moi, l'impression que ça me donne en t'écoutant, c'est que on a rempli nos agendas et on nous les a fait remplir de choses qui nous empêchent aujourd'hui, effectivement, cette reconnexion. Et la question est, est-ce que ce serait, ouais, pourquoi? Pourquoi est-ce que on a besoin à ce point de
de s'étourdir, de loisir. Oui, peut-être parce que justement on a peur, parce qu'on ne sait plus se reconnecter à soi. Oui, tu parlais de burn-out. En fait, derrière tout ça, il y a peut-être un vide, un manque de sens. Et c'est une manière de combler toutes ces distractions, est une manière de combler. Évidemment, c'est pas ça qui va réparer ou qui va donner du sens. Et puis, quand on est prêt, je pense qu'on en prend conscience. Et puis, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Alors, encore une fois, tu nous as parlé de sagesse et de pratique ancestrale, et tu as, même sans parler de ça, tu as bien dit dans le globe, autour du globe, parce qu'on n'est pas dedans, il y a des gens qui vivent de très peu, voire sont miséreux et ont des pratiques de rituels. Alors, deuxième question un peu titillante, Laurence, si on est objectif, en Inde par exemple, ils font ça depuis des millénaires, les inégalités restent pour autant criantes. En Afrique, bon, on peut pas dire que les rituels aient empêché la colonisation ni la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui te fait fondamentalement penser que ces propositions sont une ou des réponses aux enjeux de nos sociétés modernes, ici et maintenant? Bon, tu as raison, les rituels, en fait, ne sont aucune garantie, hein. S'il n'y a pas une réelle intention derrière et s'ils sont vides de sens, voilà, il n'y a pas grand-chose à chercher là. Mais pour les sagesses ancestrales, cela nécessite déjà d'avoir un intérêt pour cela et puis probablement du courage pour se remettre en question, Du courage. lâcher les agrippements et porter un regard neuf. Alors ces sagesses elles sont inspirantes pour notre société d'aujourd'hui. Elles offrent la possibilité de devenir plus conscients de ce que nous sommes, de nos actes, de ce que nous souhaitons co-créer. Et après avoir surtout tant détruit, hein, qu'est-ce qu'on peut co-créer aujourd'hui? Et ces sociétés, elles ont su conserver un équilibre, autant dans le vivre ensemble des communautés que dans leur rapport au vivant. Alors une petite anecdote, par exemple, donc nous on est dans une société qui est beaucoup plus individuelle, individualiste. Et donc quand quelqu'un a un problème, voilà, il a un problème et il va régler son problème. Et dans certaines sociétés qui ont cette vision systémique, si quelqu'un a un problème dans la communauté, c'est le problème de la communauté. Parce que ce n'est pas quelque chose d'isolé. Un individu est toujours fait de liens, d'interactions. Et donc, on va porter son regard plus large sur la communauté. Et je trouve ça vraiment intéressant et inspirant aussi pour notre société. Chez eux aussi, il y a quand même un trait qu'on retrouve assez souvent, un trait commun qui est le rapport au vivant, hein. Dans leurs priorités, ce n'est pas la croissance, mais plutôt l'harmonie et la conservation d'un certain équilibre dans tout ce vivant. Moi, je pense que nous, on fait fausse route avec l'hybris, hein, lorsqu'on est toujours en train de chercher plus et à n'importe quel prix, et que voilà, il y a des choses qu'on pourrait apprendre de ces sociétés anciennes. Oui, ou de réapprendre, parce qu'on les a certainement connues à un moment aussi de notre histoire. Tout Ça à les fait. fait un petit peu enfouis, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour aller encore un petit cran plus loin, parce que souvent j'ai entendu et j'apprécie beaucoup ce qu'écrit et ce que promulgue Matthieu Ricard, qui est un moine bouddhiste quand même assez connu et célèbre. Il parlait justement de méditer pour se relier au vivant et avoir l'approche holistique dont tu nous parles depuis tout à l'heure, de plus on va pouvoir se réactiver ces pensées agréables de lien, de respect, etc. Plus les choses vont avancer dans le monde, ça je suis d'accord et j'entends. Et pour être très honnête, je vais dans ton sens. Euh, mais j'avais quand même envie de me dire, mais Matthieu Ricard, il passe sa vie à faire ça comme d'autres font, je sais pas, du sport. C'est une grande partie, pas tous, mais une grande partie de ces moines, mais ils sont ils sont enfermés là, ils sont coupés un peu du monde. Et en quoi ça participe du coup à notre évolution de voir des gens qui sont dans leur temple ou dans leur Monastère. dans leur temple ou dans leur monastère, là, il va y arriver. Et alors, il y a aussi ça, en quoi est-ce que méditer, ça peut être une réponse à l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui, parce que méditer, ça demande du temps, et l'urgence écologique et même sociétale dans laquelle on est, ça nécessite de l'action immédiate, un peu peut-être politique aussi. Mmh.
Bah oui, si tu parles d'urgence écologique, évidemment, ça requiert des actions concrètes et un important changement de paradigme qui ne serait plus basé sur la croissance et qui serait davantage en adéquation avec les lois de la nature. Alors les personnes qui passent leur vie à méditer, donc elles œuvrent à un niveau subtil. Alors certaines sont dans la méditation par rapport, dans une démarche plus individuelle et puis d'autres sont là dans une démarche, collective. Alors tout à l'heure, je parlais de ces 2 jambes et de ces 2 faces de la même pièce. Alors on a des interventions, qui se passent surtout à un niveau matériel, physique et puis on a des interventions qui sont à un niveau plus subtil. Donc on peut agir au niveau du faire et puis on peut agir aussi au niveau de l'être et donc ces personnes-là sont plus dans une démarche, de cultiver un état d'être, qui soit, paisible ou bénéfique. Mais comme je dis, il y en a qui œuvrent, pour le collectif et puis d'autres, plus pour l'individuel. Chez nous, dans notre situation, dans la situation que nous connaissons, la méditation, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Eh bien, c'est une porte d'entrée pour devenir plus conscient de nos émotions, de nos paroles, de nos actions, hein, et en prendre la responsabilité. Et en développant un état plus paisible, il y a aussi une possibilité d'un retour à des choses plus essentielles. Un plus grand accueil de l'autre, de la diversité, de valoriser en fait le vivant puisqu'on c'est une expérience intérieure qui est quand même transformatrice et elle permet aussi de retrouver un réel sens à l'existence et de prendre soin du vivant. Alors bien sûr, il y en a qui vont agir et qui vont planter des arbres, il y en a d'autres qui vont méditer et je pense que, chacun depuis où il est et son histoire, peut apporter, selon un angle de vue différent. Mais bien sûr, dans l'urgence, on a souvent besoin d'action. Mais est-ce que ça voudrait dire que, si j'ai bien compris ce que tu as dit, quand, les moines se retrouvent, pour méditer, même si c'est individuellement, est-ce que ça voudrait dire que ça modifie, le subtil? Tu veux dire qu'en termes d'énergie, ça propage quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer? Oui, oui, oui et on parle parfois de d'égrégore, en fait, quand il y a, d une convergence, d'énergie ou d'intention et bien, ça permet c'est comme un soutien à la manifestation. Dans les traditions anciennes, on retrouve notamment, heu ben, le Home dans l'Inde qui est le verbe créateur, chez nous, c'est le verbe s'est fait chair et donc on part d'une manifestation qui est invisible et qui se matérialise, dans le concret, dans le monde physique. Eh bien, on est à ce on est là, en fait, dans ce que tu décris, on est dans ce monde subtil, là, qui peut être à l'origine de la création et d'un changement de manifestation au niveau physique. Bah, ce qui serait intéressant parce que tu nous parles, d'un point de rupture, d'hubris, moderne. Mais je me demandais aussi, encore une question un petit peu pour te challenger, comme on dit aujourd'hui, mais qui est-ce qui décide vraiment qu'on est au bord du gouffre? Est-ce que finalement c'est une réalité? Est-ce que c'est encore un de ces mythes? Est-ce que c'est encore un narratif, des discours anxiogènes? Et j'ai envie de dire, il y a aussi, des peuples premiers qui ont vécu des effondrements. Donc qu'est-ce qui rend, 2025 si spécifique et en plus en Occident? Bon alors tu pars qu'est-ce qui décide si on est au bord du gouffre? Bah, c'est une bonne question et je pense que qui décide? Je pense qu'on a peut-être chacun un avis ou une perception, différent. Moi, ce qui m'intéresse, par rapport au bord du gouffre, c'est que on se trouve justement à un moment où la voie est sans issue et où un autre chemin s'ouvre. Donc, mon discours n'est pas tellement anxiogène puisqu'il est plutôt, orienté vers, s'il y a un gouffre, eh bien, il y a une nouvelle potentialité qui est là, de choisir autre chose. Et pour répondre comme il y a plusieurs questions, dans la modernité, j'ai l'impression on expérimente quand même des extrêmes, assez importants pour le moment. Visiblement, c'est ce que nous avons à vivre et que, c'est là qu'il y a, une possibilité d'autres choix. Tu m'as aussi parlé des civilisations. Oui, effectivement, il y a des civilisations qui se sont effondrées aussi, dans les peuples premiers. Personne n'échappe, je pense, au renouvellement, hein, à ce processus de création qui inclut, la naissance et la mort. Alors, les peuples premiers ont une vision de l'existence qui est plutôt, cyclique, hein, alors que nous, dans la modernité, on a plutôt une vision, linéaire et donc dans leur vision, il y a, processus de destruction et de création. En fait, quand il y a destruction, il y a toujours, la création qui suit
Et on peut dire, on peut constater qu'il y a certaines sociétés qui s'intéressent plus à la pérennité et à la transmission que d'autres. Et que peut-être celles qui s'intéressent plus à la pérennité et à la transmission vont peut-être avoir l'occasion de se développer, de se perpétuer plus longtemps. Ah bah alors, ça me fait quand même tilt et je reviens sur ma dernière question. Qu'est-ce qui rend 2025 si spécifique? Parce que oui, j'étais un petit peu bombardée de questions. Heu et je me dis: «Mais on n'est pas encore détruit. Donc est-ce qu'on peut se renouveler alors qu'on n'est pas encore mort et que notre civilisation, elle est encore là?» Et tout à l'heure, on parlait du gouffre, tu disais: «Ben oui, c'est qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous». Mais qu'est-ce qu'on va choisir, en fait? On choisit de changer ou on saute à pieds joints dans le gouffre? Eh bien, comme nous sommes dans un système, hein, dans cette vision systémique, évidemment, au plus il y a de personnes qui vont avoir cette perspective et cette envie d'emprunter un chemin, qui va vers plus de pérennité, eh bien, au plus évidemment, ça va pouvoir aller dans ce sens. Mais en tout cas, moi, j'ai bon espoir que nous pouvons y arriver si, voilà, si nous nous mettons à œuvrer ensemble. Tu nous rassures, tu me rassures, tu me rassures. Donc, dans ton livre, tu proposes une écologie globale, mais justement, sur ces questions un petit peu, touchy, j'ai envie de dire, le débat politique, il reste toujours encore un peu bloqué sur croissance versus décroissance, taxe carbone, les quotas, les machins. Hem, pour toi, comment est-ce qu'on pourrait créer un dialogue, entre vraim et dialogue, pas un débat stérile ou, des confrontations inutiles, mais, ou un débat constructif entre cette approche que tu proposes et le champ politique notamment et économique aussi? Mais c'est intéressant que tu me poses la question parce que je suis justement en train de travailler sur un projet qui va pouvoir être accessible, dès le début de l'année 2026 et qui est en lien oh, on a une avant-première! Raconte! Et qui est en lien avec la systémique du vivant. Donc, tu me demandes: «Tiens, qu'est-ce qui peut faire le lien?» Eh bien, justement, pour moi, la systémique, c'est une belle porte d'entrée pour, décloisonner, hein, ce qui a été, vraiment finalement, haché. On retrouve ça dans beaucoup de domaines, et d'obtenir une vision plus globale, des interactions et des impacts. Parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué. Alors tu me parles de finalement, de systèmes de compensation. C'est vrai qu'on commence à mettre des systèmes de compensation en place. Mais peut-être que si on analyse plus en profondeur, certaines actions et certains fonctionnements, on va se rendre compte que les compensations, qu'on a mises en place pour certaines actions, ce serait peut-être hem, plus judicieux d'abandonner l'action plutôt que de mettre la compensation. Ah oui. Donc, de commencer à voir en profondeur: «Tiens, mais ça et ça, pourquoi on le met en place? Quel est le sens de tout cela? À qui cela profite? Qu'est-ce que ça nous amène comme impact au niveau systémique?» Oui, finalement, ce serait plutôt, heu, est-ce que je prends un médicament pour soigner le symptôme ou est-ce que je vais à la racine du symptôme? Tout à fait, tout Mmh. à fait. Mmh. Ah, intéressant. Alors, une partie des réponses, heu, avaient été apportées ou supposées être apportées par les religions qui ont structuré pendant, des siècles nos rituels, nos états de conscience, qui ont aussi, dicté un peu cette relation au sacré dans nos pays. Hem et depuis un certain temps, il y a quand même pas mal de gens qui, objectivement, cherchent cette spiritualité hors d'un cadre religieux. Mais à ton avis, est-ce que, vouloir absolument, créer quelque chose de nouveau, on risque pas de réinventer l'eau chaude ou bien, de finalement, aller vers une nouvelle forme de dogme? Je ne sais pas s'il y a vraiment à réinventer. Moi, je dirais que tout est là pour le chercheur, sincère. Par contre, dans le cadre, tu me parlais du cadre religieux, il y a eu, je pense qu'il y a eu des ruptures parce qu'il y a eu des abus de pouvoir et de confiance et que c'est là qu'il y a, évidemment un besoin de peut-être retrouver une spiritualité, mais qui se trouve à l'extérieur de ça. Évidemment, c'est toujours le risque quand on met un intermédiaire entre soi et le divin, hein, qui va rester un humain, il y a toujours un risque. Parce que celui qui a le pouvoir et je pense qu'avoir le pouvoir, ça demande une très, très, très grande vigilance, rigueur et une pureté à l'intérieur pour qu'il soit utilisé de manière judicieuse. Et bon, ben, quand il y a quelqu'un qui se met entre le divin et
et je vais dire, et le fidèle ou le soi, ça reste un humain qui a encore un ego et qui a aussi, ses propres travers. Et je pense que du coup, dans cette recherche de spiritualité hors cadre, il y a peut-être le besoin d'une voix, plus directe, en fait. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah, mais en tout cas, merci, parce que tu me permets une transition percutante avec la question suivante, puisqu'Éclat de voix, c'est un podcast sur la prise de parole, et tu viens de parler devant la parole, les prises de parole engagées. Quel rôle joue la parole dans cette transformation que toi, tu appelles un peu de tes voeux? Mmh. Un peu beaucoup même. La parole, ben, elle permet d'élargir les perspectives, d'échanger, de s'essayer à d'autres, angles, à d'autres points de vue, hein, d'aller marcher dans d'autres chaussures en entendant d'autres récits, et elle permet d'explorer et de questionner. Je pense que quand il y a trop de certitudes, ça enferme, et quand il y a, justement cette envie de questionner, de découvrir, et par la parole justement, eh bien, nous sommes toujours en chemin. Ça nous évite d'être figés. La parole, elle nous permet en quelque sorte de remettre en mouvement une pensée qui a été figée, des idées préconçues, des croyances limitantes. C'est aussi un moyen évidemment de toucher, d'élever, d'amener plus de conscience. Personnellement, elle est très précieuse, que ce soit pour animer une conférence, mener une séance de thérapie, d'hypnose ou de nidra yoga. Oui, puis finalement, ton livre, c'est aussi une prise de parole. Elle est écrite, mais c'est quand même une prise de parole engagée. Oui, oui, oui. Alors, quel est ton dernier éclat de voix, celui que tu voudrais soit offrir, soit proposer aux auditrices et aux auditeurs? Sortez, allez dans la forêt, découvrir les jardins, les parcs, observez, émerveillez-vous de ce qui est là, les végétaux, les animaux, à reprendre conscience que nous faisons partie du même système interconnecté et que lorsque nous le préservons, en fait, c'est nous que nous préservons. Que serions-nous, sans les abeilles? Alors j'aime bien terminer par, ces simples mots qui sont, «Le plus grand n'est rien sans le petit». Je n'ose même plus dire quelque chose après cette phrase. C'est très, très beau. Merci Laurence, et puis je fais un petit clin d'œil à Florence Bossenmeyer parce que je pense qu'elle avait terminé peu ou prou le podcast, l'épisode qui lui était consacré il y a quelques mois, de la même manière avec «Sortez». Tu nous la redis ta petite phrase pour conclure? Mmh. Le plus grand n'est rien sans le petit. Merci Laurence. Merci beaucoup Anne-Claire. Le plus grand n'est rien sans le petit. Ben, c'est par ces mots que Laurence a choisi de conclure. Ben, qu'est-ce que je peux ajouter moi après ça? Merci à elle d'avoir prêté sa voix à cette écologie du vivant, du dedans, du dehors. Et son engagement nous montre que chaque mot peut être un acte de reliance, chaque parole un pas vers le vivant. Retrouvez son livre Et si l'extérieur était le reflet de l'intérieur dans les liens de l'épisode, et continuez d'écouter les voix qui transforment ici dans Éclat de voix. Et pourquoi pas en direct? Parce que, je vous le disais en intro, pour la première fois, Éclat de voix va prendre vie en live, en direct. Alors, si vous êtes au Luxembourg, de passage, ou que vous veniez spécialement, alors là, ça me comblerait de bonheur, le 11 décembre au Colibri, eh bien, je vous convie à une soirée interactive avec des invités du podcast. Et cette soirée posera elle aussi une question qui commence par « Et si ?» Eh bien oui, et si la parole était le plus beau chemin pour vous découvrir? Alors, ce sera une forme de table ronde avec des échanges en mode popcorn, un petit exercice collectif avec des cartes décalées. Vous partirez avec des clés, puisque les gens qui seront là pourront vous révéler comment faire pour vous découvrir en prenant la parole. Petite friandise, gourmandise préparée par Myriam du Colibri. Et puis, un networking en mode vraiment détente, convivial. Les détails, les inscriptions vont bientôt arriver, mais vous pouvez déjà me contacter à l'adresse acd@anneclairedelval.com ou aller directement sur le site. Donc, restez connectés à la newsletter, aux réseaux sociaux pour ne rien manquer. Et puis, d'ici notre prochaine rencontre, eh bien, je vais vous souhaiter des éclats de voix vivants.